Amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur cette deuxième émission d'Evolutionnaire at Work. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce soir. Donc toujours en compagnie de Muriel. Bonsoir. Et de notre invitée ce soir, Mathilde Forget. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Voilà, donc merci beaucoup Mathilde d'avoir répondu à notre invitation et ça a été vraiment un grand plaisir de préparer cette émission et je pense que ce sera également un grand bonheur que de la partager ce soir avec nos auditeurs. Alors je vais laisser la parole à Muriel qui va nous parler un petit peu du thème de cette deuxième émission. Mais j'aurais souhaité rappeler tout d'abord à vous, chers auditeurs, qu'il vous est tout à fait possible de nous poser des questions et je pense qu'elles seront nombreuses au regard de la thématique de ce soir. Quel suspense, vous n'en savez toujours rien. Et donc de nous laisser, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse suivante, contact@radioévolutionnaire, en un seul mot et avec 2 n.com. contact@radioévolutionnaire.com. Alors Muriel, de quoi est-il question ce soir ? Eh bien, il est question de trouver sa place et de s'éclater au travail. Et oui, c'est possible. C'est possible, Mathilde va nous en faire la démonstration. Alors, quand nous avons rencontré Mathilde, Mathilde nous a indiqué qu'elle était accompagnatrice en développement de potentiel et d'orientation. Alors, il faut avouer que nous avons tous, nous connaissons tous les métiers des uns des autres, mais ce métier-là, pour ma part, et pour toi aussi Annie, je pense, c'est la première fois que nous avons rencontré ce métier-là, qui est accompagnatrice en développement de potentiel et d'orientation. Alors ça nous a interpellés. Et donc je laisse tout de suite la parole à Mathilde pour nous expliquer un petit peu comment elle est devenue accompagnatrice en développement de potentiel et d'orientation, son parcours et surtout c'est ce qui nous permettra ensuite de comprendre la démarche qu'elle va employer à ce travail et qui nous permettra dans un dernier temps de nous interroger sur comment mettre en œuvre cette technique qui nous permettra à tous, à l'issue de cette émission, de trouver notre place et donc de nous éclater au travail. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, pour parler de mon parcours, en fait, ça a démarré déjà quand j'avais à peu près 6-7 ans. C'était la première fois où je me projetais dans un travail plus tard. Et à cet âge-là, moi, je ne rêvais pas du prince charmant. Mais je m'imaginais faire des conférences dans le monde entier et de passer sur des plateaux télé. Voilà, pas du tout pour mon ego, mais vraiment parce que je sentais déjà à l'époque que j'avais envie de transmettre un message d'espoir, d'audace et quelque part de paix aussi dans le monde. Est-ce que je peux vous couper tout de suite, Mathilde ? Vous parliez à 6 ans déjà, une vocation ou un appel, enfin... Un appel, tout à fait, oui. Exactement. Est-ce que je peux vous demander votre âge actuellement ? Oui, alors aujourd'hui j'ai 29 ans. D'accord. Voilà, okay. C'est vrai que c'est bien de le dire peut-être. Oui, pour savoir, parce que accompagnatrice en développement de potentiel et d'orientation, on aurait pu penser que voilà, on a affaire à quelqu'un qui a déjà de la bouteille, en tout cas en termes d'expérience, mais peut-être qu'il y en a... vous avez peut-être de la bouteille, mais pas au sens traditionnel, et c'est peut-être ça qu'on va découvrir là, au cours de votre parcours. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, j'expliquerai justement dans mon parcours quels ont été les freins qu'on a essayé de me mettre par rapport justement à mon jeune âge. Donc voilà, donc après j'ai grandi, enfant, ado, et j'ai eu pas mal d'idées de métier en tête, mais j'étais pas non plus complètement arrêtée. Donc je me suis dit finalement un métier en rapport avec l'humain, l'entreprise, donc autant faire une école de commerce. Et puis comme ça me laissera le temps aussi de voir les choses venir au fur et à mesure. Donc pendant mon école de commerce, ça s'est vraiment confirmé, cette envie vraiment de contribuer à l'humain. Donc je voulais faire des ressources humaines. Et là, déjà à l'époque, on m'a dissuadée en me disant attention, c'est un secteur qui est complètement bouché. Et de toute façon, quand tu sortiras d'école, tu ne pourras jamais faire un boulot dans les premières années intéressant dans ce domaine. Et voilà, donc de ce fait-là, je me suis dit, bon, je vais partir plutôt vers du marketing, un peu par dépit, clairement. Et là, j'ai commencé à travailler d'abord à Hong Kong. C'était mon premier emploi, j'étais chef de produit, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
Et j'ai vraiment eu un jour une prise de conscience. C'est une anecdote qui est assez marrante, je trouve. On est venu me demander de me confirmer la couleur d'un produit qui avait été choisi au préalable. Autant vous dire, c'était entre deux verres, mais qui pour moi est exactement pareil. Ouais. Et là, je me suis dit dans ma tête, mais en quoi mon travail a un impact dans le monde? En quoi je vais laisser une trace? En quoi je peux apporter quelque chose de positif à la société à travers ça? Et là, ça a été une prise de conscience. Je ne suis jamais revenue en arrière, ça c'est clair. Et à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que je m'étais un peu perdue par rapport à lorsque j'étais enfant. Finalement, enfant, je savais déjà mieux ce que je voulais faire qu'à 22 ans. Donc c'est un petit peu perverti par le système scolaire peut-être ou universitaire qui nous met dans des cases, dans des métiers, dans des voies. Oui, tout à fait. C'est sûr que voilà, en même temps, mon métier à l'époque n'était pas non plus encore affiné et j'avais aussi besoin moi de temps pour comprendre ce en quoi je voulais vraiment contribuer en fait. Et oui, et clairement après le système éducatif fait qu'on nous demande de nous mettre dans des cases à un moment, même si elles ne nous conviennent pas complètement. Donc, si je peux me permettre, Mathilde, de vous interrompre encore, c'est vraiment intéressant, rien que ce début de parcours par rapport à l'interrogation qu'on se pose ici dans Evolutionary at Work, qui est finalement de constater comment un individu donc en l'occurrence la jeune Mathilde, qui avait un certain nombre d'envies, qui ressentait quelque chose très profond, enfin plus que des envies, qui ressentait très profondément l'envie d'apporter quelque chose au monde. Comment, dès le départ, finalement vous avez été bâché. Comment on peut le faire actuellement? J'étais en train de penser à tous les enfants qu'on a, à tous nos jeunes, puisque c'est dès le départ de venir dire non, les RH, pas ceci, et dans le travail, voilà, la discussion du moment, c'était effectivement de savoir choisir entre deux nuances de couleurs. Et je trouve que rien que déjà là, le point de départ, ça nous montre le monde du travail, comment finalement un individu n'est pas reconnu en tant qu'individu dans ce qu'il est, mais comment on va essayer effectivement de plaquer des catégories ou poser des questions qui sont finalement... alors peut-être que c'était important de savoir si c'était plutôt la nuance de vert numéro 1 plutôt que celle de numéro 2, mais ça me paraît étroit. Voilà. Quand je vous entends, ça me paraît extrêmement étroit par rapport à la jeune Mathilde qui avait envie de faire quelque chose d'autre, de bien plus grand. C'est vrai qu'aussi, je dois dire, il y a, bien sûr l'entourage a une influence, ça c'est évident, mais aussi moi à l'époque, je m'étais un peu oubliée aussi dans cette partie-là de moi. Et comme disait effectivement Muriel, de par le système scolaire... de par plein de facteurs environnementaux, j'avais aussi oublié cette partie-là de moi. Et là, ça a été un réveil. Mais au fait, tu te souviens de ça à l'époque? Tu pensais à ça? Comment ça se fait que tu t'es écarté de ça? Voilà. Donc c'était comme un retour à mes valeurs, en fait, mes valeurs profondes. Donc voilà, donc à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette prise de conscience. Je ne me voyais pas rester à Hong Kong pour amener quelque chose de nouveau là-bas. J'ai vraiment senti un appel pour revenir en France. Donc je suis revenue. Et au début, j'ai cherché à me mettre quand même dans le droit chemin en cherchant des offres d'emploi autour des ressources humaines, autour du développement, autour d'idées innovantes. Et j'arrivais pas en fait à trouver. À chaque fois, il se passait quelque chose qui faisait que je sentais pas une envie d'y aller. Il manquait vraiment quelque chose. Et alors justement, ce quelque chose, ça se manifestait comment, ce manque de quelque chose? Ça prenait quelle forme? C'est-à-dire, vous aviez trouvé peut-être un emploi où vous n'étiez pas à l'aise, ou alors les postes qu'on vous proposait ne correspondaient absolument pas à ce que vous recherchiez. Comment ça se manifestait, ce manque de quelque chose? Pour moi, ce qui me manquait, c'était de l'innovation. Les offres que je voyais, c'était reproduire des schémas déjà existants en entreprise, donc par exemple sur les ressources humaines. Et alors que moi, même si j'arrivais pas encore à mettre des mots sur ce que je voulais apporter, je sentais qu'il n'y avait pas cette pointe d'audace, de nouveauté, d'innovation que je recherchais. Donc c'était vraiment, moi, en fait, à la limite, je m'en fichais un peu de savoir ce que j'allais faire, tant que je savais que derrière, ça allait être apporter quelque chose de positif à la société et de pouvoir contribuer au bonheur des gens. C'était vraiment ça mon fil conducteur à ce moment-là, et je ne retrouvais pas ça dans les offres d'emploi. Ou alors, pas de chance, j'avais rencontré des personnes super, mais des petites boîtes qui se créaient et puis ils n'avaient pas encore le budget pour m'embaucher. D'accord.
Donc voilà, et à un moment je me suis dit, bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est pas encore mûr pour moi, mais plus tard, je créerai quelque chose parce que je sentirai à ce moment-là qu'est-ce que je veux apporter. Et donc, je me suis dit, je vais reprendre une formation d'entrepreneur. Comme ça, le jour où je suis prête, où j'ai l'idée, j'ai toutes les cartes en main pour effectivement me lancer. Donc, j'ai fait cette formation. Et pendant cette formation, là, j'ai vraiment senti que je voulais faire l'accompagnement de personnes. Donc, je voulais effectivement aider les personnes à avancer sur eux-mêmes, à dépasser leurs limites, à prendre confiance, à faire preuve d'audace. Mais voilà, je ne savais pas encore exactement à qui, comment. Je sentais quand même qu'il manquait des billes et puis aussi, clairement, là, je sentais bien qu'il manquait quelques expériences avant d'y arriver. Mais une fois de plus, on m'avait dit, de toute façon, ce type de métier, ça ne se fait pas avant au moins la quarantaine. Il faut déjà avoir une bonne expérience RH solide avant pour faire ça. Alors dites-moi, il vous a quand même fallu beaucoup de courage pour combattre toutes ces résistances, parce que finalement, c'est vrai que quand on vous écoute, on se dit, mais elle a dû drôlement en vouloir pour continuer, parce qu'avec chaque fois les « ah mais non, c'est pas, tu es trop jeune, ah mais non, tu ne trouveras pas de métier comme tu le souhaites, ah mais non », enfin bref, il y avait vraiment de la volonté derrière ça quand même. Ah oui, ça c'est vrai que ça me caractérise vraiment beaucoup. Mais même déjà enfant, hein, plein d'anecdotes j'avais déjà effectivement ça en moi déjà à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a eu beau me dire ça m'énervait un petit peu sur le moment. En même temps, j'entendais, puisqu'il y avait une part de réalité, je comprenais pourquoi les gens me disaient ça. Mais je me disais, c'est pas parce que c'est pas évident que c'est impossible. Donc, si c'est possible, j'y vais. Voilà. Et comme je sentais au fur et à mesure des années que ma voix se dessinait, que j'avais vraiment quelque chose à apporter dans ce domaine, et que c'était tout simplement moi, alors j'ai eu une confiance qui ne m'a jamais fait douter, en fait. C'est aussi ça la clé. Hein. C'est quand on trouve vraiment ce pourquoi on est fait, alors d'un coup, il y a une confiance en nous qui se libère. C'est assez magique. Hein. C'est assez magique. Et donc, effectivement, j'ai senti que je voulais faire ce métier. Mais donc voilà, je me suis dit j'allais d'abord passer par des étapes intermédiaires pour aller comprendre le terrain. Et comme ça, je me suis dit, le jour où je suis prête, j'aurai une légitimité sur le papier qui fera plaisir aux gens qui attendent de moi d'avoir une certaine expérience avant de pouvoir faire ce métier. Alors, quelles ont été ces étapes, Mathilde? Oui, alors d'abord, j'ai travaillé pour un cabinet de chasse de tête. Et j'étais très heureuse au début, pleine d'enthousiasme, en me disant, mais ça va être super, je vais découvrir justement comment on détecte le potentiel humain. Ça m'a interpellée déjà beaucoup à l'époque. Et là, ça a été une grande déception. Parce qu'en fait, je me suis vite rendu compte que ce qui importait dans ces cabinets, cabinet de recrutement, c'est dans la même lignée d'ailleurs, c'est trouver des personnes qui correspondent aux critères recherchés par le client en termes d'années d'expérience. On y revient. Par exemple, est-ce que la personne travaille dans tel type d'entreprise? Est-ce qu'elle a déjà travaillé avec tel type de portefeuille client? Et bien sûr, il y avait un petit peu de savoir-être, mais très peu. En tout cas, ce n'était pas du tout le premier critère de sélection des candidats. Donc moi, j'ai été déçue. J'ai essayé un peu de faire évoluer un petit peu les choses à mon petit niveau, mais déjà, j'avais cette envie de faire évoluer. Et bon, comme je n'ai pas senti en face une envie de la structure où je travaillais, donc de ce fait-là, je me suis dit c'est pas grave, je trouverai bien sur mon parcours d'autres personnes avec qui j'aurai cette connexion et avec qui on pourra faire de belles choses ensemble. Donc à ce moment-là, vous avez déjà compris que finalement c'est pas sur le passé de l'individu qu'on raisonne, mais sur ce qu'il est capable de faire aujourd'hui et demain. Oui, tout à fait. C'était déjà à ce moment-là très très clair pour moi. Ça bouleverse déjà un petit peu le monde du travail tel qu'il existe, en tout cas dans le domaine du recrutement, puisque c'est vrai que comme vous l'avez dit très justement, aujourd'hui c'est pas tant ce qu'il fait aujourd'hui ou ce qu'il sera capable de faire qu'on regarde, mais ce qu'il a déjà fait par le passé. Oui, d'accord. Tout à fait. Et d'ailleurs c'est drôle parce que justement pour revenir à l'époque où je regardais les offres d'emploi, moi je disais aux personnes, moi tout ce que je veux c'est faire évoluer les choses, déjà. Donc d'ailleurs c'est drôle de se retrouver ce soir sur Radio Évolutionnaire. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Par rapport à ce qu'on veut, on se le fait aussi. C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, ça ne veut pas dire que ça tombe comme ça du ciel et par magie. C'est aussi dans la démarche que vous expliquez, qui a été la vôtre finalement tout au long de votre vie, qui a été de dire, voilà, moi je veux quelque chose, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, je vais aller chercher et des contacts et des situations et des apprentissages pour pouvoir effectivement donner une forme à cette
profonde intention qui me porte dans cette vie. Et c'est vraiment très très intéressant. Je crois qu'on a déjà là vraiment une première clé en termes, effectivement, il y a un terme important, je pense que vous avez employé, qui est le terme de savoir-être. Et c'est clair qu'actuellement, on est beaucoup plus dans une recherche de savoir-faire, qui est importante, bien sûr, qu'il faut avoir des compétences techniques, mais des compétences techniques qui ne sont peut-être pas très habitées par manque de savoir-être. Et juste aussi, puis après je vous donne tout de suite la parole. Non, mais avec plaisir, allez-y. Je voulais juste citer un livre que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire ces derniers temps, qui s'appelle Génération CV, qui a été écrit par Jonathan Curiel, et qui est un livre vraiment qui est très très drôle. Si vous avez l'occasion de le lire, hein, donc Jonathan Curiel maintenant est directeur des programmes sur Paris Première, mais quand il était jeune diplômé, sorti de l'école de HEC, il a vraiment galéré à trouver son emploi, alors qu'il avait des tas de compétences, mais il avait un CV. Et tout le livre Génération CV, c'est vraiment ça, où il parlait, il vient dire véritablement, c'est véritablement un calvaire que vivent les personnes, parce que on va essayer d'intégrer, quand c'est possible, quelqu'un dans le monde du travail à partir d'un CV, c'est-à-dire à partir de mots qui vont devoir retracer le passé, et si possible un passé qui soit complètement cohérent, qui soit dans une certaine lignée et qui ne déroge pas d'un système. Et donc son livre est vraiment truffé d'humour, puisqu'il fait des portraits de toutes les personnes qu'il a rencontrées, hein, la responsable de recrutement sexy, le jeune cadre financier aux dents longues, le consultant endoctriné. Mais au-delà, je dirais, de l'humour, et vraiment moi je ris, je l'ai lu dans le train et je suis parfois partie vraiment à rire très fort, mais au-delà de ça, il venait dire à quand un monde où on va arrêter d'identifier les individus à un CV, à quelque chose de plat finalement, à des mots qui sont écrits sur un bout de papier, au lieu de voir un individu qui quelque part est en 3D. Donc je crois que la démarche peut-être que vous faites, elle s'inscrit dans ces cadres-là. Vous voulez dire quelque chose, Marianne ? Non, je voulais juste dire, Mathilde, on vous a laissé donc, dans ce cabinet où vous n'étiez pas forcément à l'aise, hein, dans ce cabinet de recrutement. Et donc, qu'est-ce qu'il en est sorti une fois que vous vous êtes rendu compte que ça ne répondait pas effectivement à vos aspirations profondes ? Alors, le hasard, entre guillemets, de la vie, puisqu'il n'y a jamais de hasard, on en parlait juste avant, fait que voilà, j'avais en fait, moi je suis une personne qui a toujours cherché justement à aller à la rencontre des gens. Je rebondis justement sur ce que vous disiez à Annick juste avant, qui est j'ai cherché effectivement à aller à la rencontre des personnes. Alors ça demande aussi parfois du courage et un peu de culot. Et donc dans ces fameuses rencontres que j'ai faites, pour éviter justement de se rencontrer par CV, mais en live, j'ai fait une rencontre d'une personne avec qui on partageait la même vision justement de l'épanouissement en entreprise, de l'humain, comment on pouvait apporter des nouvelles idées. Et au moment où j'ai voulu justement quitter ce cabinet, j'ai revu cette personne. Et là, effectivement, ce qui a vraiment été intéressant, c'est qu'il m'a recrutée en tant que responsable RH pour son agence web, mais sans passer d'entretien. C'est-à-dire qu'il me connaissait, il savait dans quel état d'esprit je voulais moi travailler, et ça s'est fait naturellement. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple comme quoi on peut être recruté en dehors du CV, mais vraiment par ses qualités humaines et par ses idées. Exactement. Et quand on s'est rencontrés pour parler un petit peu de l'émission, j'ai vraiment été frappée à un moment donné quand vous disiez quand j'accompagne des personnes qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire, qu'elles sentent qu'elles ont une potentialité mais qu'elles n'arrivent pas à l'exprimer, vous leur dites ben voilà, vous allez à une conférence, vous trouvez l'intervenant intéressant, allez lui parler, osez aller lui parler, montrez-vous entreprenant dans le bon sens du terme, entreprendre, allez-y, il y a finalement rien à perdre, il y a tout à gagner d'aller à la rencontre de personnes, surtout si il y a eu une découverte au départ par ce que la personne dit ou par ce qu'elle fait. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est ça, c'est de venir
dire, allez-y, osez, et alors et alors, il est où le problème? À la limite, on risque d'avoir un non, je ne peux pas vous recevoir maintenant, mais il n'y a rien à perdre en fait. Exactement, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Oui. Et puis après, il y a, au fur et à mesure qu'on fait ce genre de démarche, une fois que ça marche, la fois d'après, on y va beaucoup plus confiant. Oui. Donc forcément, ça marche de mieux en mieux. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je me suis fait la remarque, je n'ai jamais été recrutée que ce soit dans mes stages ou dans mes boulots, je n'ai jamais été recrutée sur un CV. C'est parce que j'ai été à la rencontre des personnes. Et même déjà à 19 ans, j'étais déjà comme ça. Hein. Je prenais le téléphone, j'ai fait une rencontre, je vais rappeler la personne, on ne sait jamais. Voilà. Vous savez quoi, Muriel, Mathilde, c'est Mathilde. On va devoir, avec Muriel, et c'est pour ça que j'ai se rencontrer à nouveau pour une prochaine émission et inviter un certain nombre de jeunes qui sont justement non plus des enfants, pas encore complètement des adultes et qui voilà, vont découvrir quelque chose. Je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant de confronter par rapport à ce que vous dites et par rapport à votre parcours, de voir un petit peu comment des jeunes peuvent réagir. Donc je ne sais pas... oui, tout à fait. D'ailleurs, si dans nos auditeurs, nous avons ce type de public, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un petit message sur notre adresse mail qui est, je le rappelle, contact@radioévolutionnaire.com. Donc Mathilde, on est toujours avide de savoir ce qui s'est passé après, parce qu'il y a toujours après. Voilà, après. Que s'est-il passé? Alors effectivement, avec mon manager, dans cette expérience-là, on avait vraiment ensemble l'esprit en commun de faire en sorte que l'entreprise soit vraiment une occasion de grandir pour chaque collaborateur. Et bien sûr, grandir en termes de savoir-faire, mais aussi et surtout en termes de savoir-être. Ça, c'était vraiment notre fil conducteur, notre vision qu'on avait créée ensemble. Et ce qui a été super, c'est que j'ai pu, moi, avec lui, créer mon poste. Dire ce que je voulais effectivement, sur quoi je voulais accentuer mes actions. Et de ce fait-là, j'ai vraiment pu, déjà dans mon périmètre de poste, mettre du temps pour ces nouvelles idées. Donc ça a été déjà pour moi une chance. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Parce que le coût du travail en France est extrêmement cher, on est obligé de faire en sorte que les personnes fassent plus de travail que ce qu'elles devraient pour que les entreprises puissent s'en sortir. Et de ce fait-là, on n'a jamais le temps de lever la tête et de prendre du recul. Et moi, j'ai eu cette chance, effectivement, et là, je tiens quand même à souligner, ça a été super pour moi. Oui, tout à fait, parce que là, l'opportunité qui vous est offerte, elle est aussi offerte par le management, par la direction, tout à fait. Qui dit « Ok, on y va, je crois en votre idée, et c'est parti ». Voilà, exactement. Et là, pour moi, ça a été un terrain d'expérimentation extraordinaire, parce que moi, j'aspire vraiment à des très hautes valeurs spirituelles, qui sont l'amour, la paix. Alors évidemment, je ne cherchais pas à ce que tout le monde se fasse des bisous le matin au café en bisounours. Pourquoi pas non plus? Pourquoi pas, ça peut marcher. Mais de ce fait-là, je m'étais dit, déjà, j'ai vraiment cette réflexion à l'époque, comment je peux traduire ces valeurs spirituelles, donc par exemple du respect, de la bienveillance, de l'empathie, de la tolérance, de la communication, dans les actions concrètes. Au sein de l'entreprise. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il y a deux grands volets. Déjà, il y a une partie qui est je me rendais compte que les gens n'étaient pas vraiment en lien ensemble. Ils se connaissaient sans se connaître, ou ils ne se connaissaient pas. Donc, j'ai vraiment mis en place beaucoup d'actions pour relier déjà les gens, dans un premier temps, pour créer du contact. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça, c'est très bien, c'est une belle étape, mais l'idéal, ce serait vraiment de leur transmettre des outils afin que chacun soit mieux avec soi-même, pour qu'ils puissent aussi de ce fait-là être mieux avec l'autre. Pour finalement déjà apprendre à mieux se comprendre soi-même et pouvoir mieux comprendre l'autre et pouvoir ainsi mieux communiquer. Ça, c'était vraiment l'envie, vraiment ce qui me tenait à cœur. Et de ce fait-là, on a mis en place un programme de formation en développement personnel qui était donc pour toutes les personnes volontaires de la boîte, que ce soit, tout type de profil, et pas que les managers ou les commerciaux ou la direction qui pouvaient le faire, sur base du volontariat, parce que si on voulait respecter la liberté de chacun dans ce sens, on n'était pas non plus dans une envie de mettre en place une culture d'entreprise très forte où chacun doit faire. Non, on propose des outils, s'ils le souhaitent, pour effectivement que du coup l'entreprise soit une occasion de grandir aussi en termes de savoir-être. Alors, avec une explication très claire sur les objectifs tels que vous nous les avez décrits précédemment.
précédemment. C'est-à-dire que les salariés étaient prévenus, voilà, on était dans une démarche à la fois effectivement sur le savoir-faire, mais sur le savoir-être aussi. Et que c'était ça que vous vouliez développer également. Oui, tout à fait. Ils étaient informés que c'était un petit peu en dehors du parcours classique, j'ai envie de dire, de la formation qu'on propose dans l'entreprise à des salariés. Oui, alors bon, déjà, ils me connaissaient. Donc, ils se doutaient que ça allait pas être du classique. Ils savaient forcément qu'il y avait une certaine forme de modernité et d'innovation dans ce que j'apportais. Mais effectivement, ils savaient qu'on le faisait vraiment dans cette dimension, à la fois, bien sûr, pour que ça se passe mieux dans l'entreprise. Et donc, bien sûr, qu'il y a un enjeu évident pour la direction et l'entreprise en elle-même, mais aussi pour eux. Et c'était vraiment une logique de gagnant-gagnant. Enfin, j'aime pas trop le terme, à vrai dire gagnant-gagnant, mais c'était vraiment, voilà, dire on peut finalement avoir un objectif commun entre que l'entreprise se porte bien, se porte de mieux en mieux, mais aussi que les personnes se sentent très bien et de mieux en mieux avec elles-mêmes. Peut-être déjà qu'elles soient reconnues comme des personnes, parce que quand on regarde un petit peu, on en parlait tout à l'heure, des retours qu'on peut lire dans la presse professionnelle sur la manière finalement dont les salariés actuellement sont quelque part niés dans leur personne, dans leur être, dans leur manière, oui c'est ça, dans leur manière d'être, dans leur manière de penser. Introduire un peu d'humanité avec un grand H, quelque part, c'est quelque chose, je pense, qui est effectivement très, très porteur. Encore faut-il que ce soit, comme le soulignait Muriel, bien compris et bien clair, et que ce ne soit pas ressenti non plus par le personnel comme un moyen pour la direction d'amener les salariés à penser de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de détournement non plus de ces outils et de la noblesse de ces outils à des fins qui seraient à des fins de subordination économique. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est important de le dire. Alors justement, on s'en est arrêté là. Et est-ce que vraiment est-ce que cette action a été couronnée de succès? Est-ce qu'elle a reçu un accueil favorable de la part de ses salariés, Mathilde? Alors oui, globalement, c'est vrai que ça avait été beaucoup apprécié. Bon, aussi, on avait été extrêmement exigeants sur le choix de l'organisme de formation, sur vraiment la profondeur du programme, pas donner des outils bateaux que tout le monde entend. Donc globalement, ça avait été très très bien accueilli, les gens avaient adoré vraiment les formations, puis il y avait aussi du lien qui avait été créé entre eux. Donc ça, c'était un très beau succès. Après, évidemment, bien sûr, il y avait certaines personnes à qui ça ne parlait pas, ou qui refusaient complètement de participer, mais de toute façon, c'était leur choix. Donc ça, il n'y a pas de problème. J'irais comme toute action qu'on avait mis en place là-bas, la plupart du temps, c'était quand même vraiment bien vu et très apprécié, mais il y avait toujours sur chaque action, à chaque fois, toujours un petit groupe de personnes, et d'ailleurs ça changeait, hein, c'était pas toujours les mêmes, qui n'étaient pas forcément en accord avec les actions. Et ça, je pense que c'est aussi ce que j'ai vraiment compris là-bas, c'est, je me suis rendu compte aussi au bout d'un moment, c'est quand on met en place vraiment des initiatives permettant à l'humain de s'épanouir au sein de l'entreprise. Pour certains, c'était gênant parce que finalement, avant, ils se raccrochaient à des excuses pour ne pas regarder qu'en face n'était finalement pas fait pour ce qu'ils font. Je m'explique. Certains trouvaient effectivement l'excuse ça se passe bien avec mon manager, mes missions ne sont pas intéressantes, avec mon équipe ça se passe pas bien, pour effectivement justifier le mal-être au travail et ne pas regarder au fond d'eux que c'était plutôt une question en fait de eux, sont-ils en adéquation avec ce qu'ils font. Voilà. Donc, et c'est là après où effectivement... Donc c'est le constat que vous avez pu faire finalement de cette expérience. Ça vous a permis effectivement un constat assez clair sur la situation de certains de ces salariés. Donc. Oui, tout à fait. Alors la plupart, en fait, donc là je parle des personnes dont je viens de parler avant, c'était complètement inconscient chez eux. Donc moi je voyais déjà clair que finalement c'était eux qui n'étaient pas en phase avec ce qu'ils faisaient, mais eux n'en avaient pas encore forcément conscience. D'accord. Donc finalement, vous les avez amenés à faire le constat que vous avez fait vous-même quelques années plus tôt, quand vous étiez face à votre choix de couleur, en vous disant mais qu'est-ce que je fais là? Finalement, ça ne correspond peut-être pas à ce que je veux vraiment faire. Alors sans le vouloir, puisque moi à la base je voulais qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, mais effectivement ça a dû mettre certains effectivement devant aussi une autre réalité. Et c'est vraiment moi
comme vous disiez, c'est vrai à l'époque, moi je suis passée par tout ce processus-là, donc je le comprends très très bien. D'accord. D'autant plus. Alors écoutez, c'est ce que je vous propose de nous expliquer peut-être juste après une pause, hein, ce fameux constat qui permet de se dire à un moment donné qu'il y a un décalage peut-être entre ce que les gens sont capables de faire, enfin le potentiel des gens et l'exercice de leur activité. Donc on propose une petite pause de quelques minutes. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous poser leurs questions et qu'ils n'hésitent pas à le faire sur contact@radioevolutionnaire.com et on se retrouve tout de suite. Alors, on est de retour pour cette deuxième émission d'Évolutionnaire at Work. On est ce soir en compagnie de Mathilde Forget. Et je profite aussi pour remercier Nathalie qui est à la technique et qui nous assiste encore ce soir. Merci beaucoup Nathalie. Alors Mathilde, vous nous avez fait part de votre parcours. Puisque vous nous l'avez dit, vous avez 29 ans, vous êtes accompagnatrice en développement de potentiel et d'orientation et on voulait savoir un petit peu comment vous en étiez venue à ça. Et au travers de vos premières expériences professionnelles, juste avant la pause, on a vu que finalement cette expérience vous a permis de voir ou de mesurer le décalage qui existe entre le potentiel des individus dans le cadre de leur travail et l'exercice de leur activité. Il y a un gap, il y a un écart entre ces deux choses. Et donc, à partir de là, de ce constat que vous avez fait, quelle a été la prochaine étape? Comment est-ce que vous avez fait le lien entre ce constat tiré de votre propre expérience, d'abord de votre propre parcours, de votre propre expérience, pour en venir ensuite à exercer l'activité que vous avez actuellement d'accompagnatrice en potentiel et en orientation? Alors effectivement, le lien, ça a été, je voyais bien qu'en mettant en place des nouvelles initiatives pour aider les personnes à être plus épanouies, certaines n'étaient pas mieux, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas à leur place.
Voilà. Donc effectivement, j'allais vous mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Si elles n'étaient pas à leur place, ça ne pouvait pas tout résoudre. Voilà comment j'en suis arrivée là. Et en fait, c'est que pour moi, ces personnes en question, pas toutes, hein, je vous rassure quand même, certaines étaient bien, hein, mais entre le potentiel qu'elles ont et ce qu'elles exerçaient, c'était pas en corrélation en fait. Alors ce que j'appelle potentiel, parce que c'est vrai que souvent derrière le mot potentiel, on pense au savoir-faire, aux compétences techniques. Oui. Alors moi, ça va bien au-delà de ça. Pour moi, c'est un peu toute la possibilité de réalisation de son être. Attention. Autrement dit, c'est vraiment pour moi, à partir du moment où on se réalise pleinement, que là, on touche au bonheur ultime. Donc par rapport à ça, il y avait un décalage. Et finalement, comment on s'approche de ce potentiel? Déjà, pour se réaliser, il faut déjà apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui nous touchent particulièrement, prendre conscience de talents dont on n'a peut-être pas encore pris conscience pour le moment, comprendre nos limites à dépasser. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris qui on est, là, on peut le concrétiser dans le professionnel. D'accord. Voilà. C'est un peu le connais-toi toi-même de Socrate? C'est un peu ça, oui. Ouais. C'est un petit peu ça, effectivement. Donc, c'est bien au-delà, on est vraiment bien au-delà des compétences techniques. Finalement, c'est toute la dimension de l'être. Comment, en apprenant à se connaître, on peut ensuite manifester ça dans le monde. À quoi on va servir? Alors, on est vraiment extrêmement intéressés parce que on entend quand même parler beaucoup de développement personnel, d'accompagnement, etc. Et donc, je suis vraiment extrêmement curieuse de voir un petit peu quelle est la spécificité, la couleur justement de Mathilde dans le cadre de cet accompagnement. Et c'est quoi finalement votre démarche qui fait que vous allez permettre aux personnes d'exprimer qui ils sont profondément et que ce soit pas, vous savez, une espèce de, alors je m'en excuse, mais ça existe aussi quelquefois, des espèces de plaquage, de développement personnel et de techniques pour se sentir mieux, pour être moins stressé, pour être mieux dans sa peau, etc. Je suis pas tout à fait sûre que ce soit de ça dont vous voulez nous parler là ce soir. Vous avez bien senti les choses, Annick. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller chercher en profondeur. C'est du 100% sur mesure. Et là, justement, on n'est pas tout sur du plaquage d'idées, parce que dans ces cas-là, une fois de plus, on met les gens dans des cases. Donc déjà, je vais revenir un peu sur l'orientation. Déjà, comment ça se passe, et comme ça, vous allez mieux comprendre ensuite ma démarche. Qu'est-ce que j'apporte? En gros, comment ça se passe à peu près l'orientation aujourd'hui? On est au lycée, il faut choisir une filière, donc là on regarde en général en fonction soit des goûts, soit des notes, mais bon en tout cas ce sont toujours les notes quand même qui priment, parce qu'un élève qui veut faire scientifique mais qui n'a pas le niveau, globalement il ne pourra pas par exemple. Donc voilà, et très souvent ce qui se passe c'est que à 17 ans on ne se connaît pas encore très bien, parce que notre société aujourd'hui n'a pas non plus encore donné les outils pour les jeunes pour apprendre à se connaître. D'ailleurs, même aussi pour les adultes. Donc très souvent, quand les jeunes ne savent pas trop quoi faire à 17-18 ans, ils font une filière généraliste, en se disant comme ça, j'ai encore quelques années devant moi pour y voir plus clair. Sauf que très souvent, au bout de quelques années, les jeunes ne sont pas beaucoup plus avancés. Et là, ça devient plus compliqué parce que il faut faire des premiers stages. Et puis, donc, ils prennent une voie un peu par dépit, un petit peu comme moi j'avais fait à l'époque. Et puis après s'enchaîne le premier emploi, etc., etc. Et ensuite, on arrive à des personnes qui effectivement subissent leur métier et qui ne se sentent pas bien et qui n'arrivent pas forcément à voir comment elles peuvent s'en sortir. Et ça, pour moi, les deux plus gros soucis dans l'orientation aujourd'hui, alors je ne suis pas du tout en train de critiquer, je suis plutôt vraiment, c'est un état, plutôt un constat, une analyse en fait, pour justement trouver à terme des solutions. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, l'orientation ne se fait pas sur le potentiel, pas sur le futur, l'envie de la personne, mais vraiment sur le passé. Quelles sont tes compétences jusqu'à maintenant que tu as acquises, dont tu as conscience, est-ce que tu as des bonnes notes ou pas? Et voilà, une mauvaise connaissance de soi-même. Donc c'est comme si on regarde vraiment la partie visible de l'iceberg. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est vraiment un manque de sens. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur à quoi je veux contribuer à travers mon travail,
à quoi je vais servir. Alors qu'en fait, la plus belle motivation pour se lever le matin, c'est de savoir à quoi notre travail va servir au final. Oui, la valeur ajoutée qu'il va apporter dans notre société. Tout à fait. Et ça donne vraiment une direction. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, le souci dans la société aujourd'hui, c'est vraiment un manque de sens, un manque de direction. Exactement, et cette direction, c'est intéressant, je trouve le lien que vous faites, enfin la manière dont vous en parlez, qui est de relier fondamentalement l'être, l'essence de l'individu et le sens et la direction. Ce que j'entends, et vous me reprenez si c'est pas ça, mais c'est véritablement de venir dire, à partir du moment où je suis dans mon être, et non pas dans ce que je pense être, ou les reflets que les autres peuvent me donner, ou que la société, telle que la société me met dans des cases, dont on parlait tout à l'heure. Donc quand je sais qui je suis, je trouve un sens, et alors là, je trouve effectivement une direction, qui, pour moi, mais peut-être aussi pour les autres. Oui. Et je trouve que c'est le lien entre ces trois éléments, l'être, la découverte de l'être, le sens et la direction, ça fait vraiment un triptyque qui est vraiment intéressant et qu'on pourra sans doute plus investiguer, je le pose là maintenant, mais qu'on pourra certainement plus investiguer tout à l'heure. Je vous laisse... Oui, avec plaisir, ce serait très intéressant effectivement. Et moi en fait, ma façon de travailler, c'est plutôt justement que les personnes fassent un choix d'orientation en fonction de qui elles pensent être, effectivement, et de leurs compétences conscientes acquises aujourd'hui. C'est plutôt, je leur demande, mais qu'avez-vous envie de faire? D'accord. Et là, effectivement, ensuite, je les aide à développer leur potentiel pour pouvoir atteindre ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est pas fais ce que tu peux, c'est fais ce que tu veux. Et puis, avec le fais ce que tu veux, bien sûr, après, s'il y a besoin d'un certain potentiel pour y arriver, d'accord, mais je préfère être dans cette démarche-là. Oui. Il y a beaucoup plus d'audace et d'espoir, je pense. Exactement. Exactement. Juste, c'est amusant parce j'étais hier chez des amis et ils ont un jeune garçon. Et donc, on parlait de l'avenir, etc. Et je lui demandais un petit peu aussi ce qu'il voulait faire, enfin, dans la conversation. Puis il me disait, je sais pas, c'est pas facile, etc. Je lui dis, écoute, c'est pas ça la question que je te pose, c'est de dire, voilà, je suis une fée et je suis capable d'exaucer absolument ce que tu veux. Donc là, à partir de là, qu'est-ce que tu aimerais faire? Voilà, moi, j'ai tous les pouvoirs et je peux vraiment t'exaucer complètement. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti vraiment ce jeune garçon-là, il avait 14 ans, il s'est détendu, parce que sinon il avait l'impression d'être comme jaugé, évalué, jugé, mis dans des cases, et là le fait de venir dire non mais attends, vas-y, lâche-toi, et c'est ça que j'entends dans la démarche que vous proposez, voilà, et je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire, et il devrait mettre des cours obligatoires. On pourrait dire Madame Lafay vient faire cours. Et c'est vrai que vous avez complètement raison, parce que moi quand j'ai vu certains jeunes, c'est incroyable déjà à quel point, avant même effectivement mais imagine, tu peux faire ce que tu veux, mais d'abord il y a des freins. Ils ont tellement aujourd'hui une mauvaise image du marché du travail que de toute façon ils se disent mais déjà si j'ai un travail c'est super en gros, donc faut pas trop rêver. Et puis en plus de ça, ils ont une image aussi tellement pas positive de la société aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, que finalement ils ont aussi beaucoup de mal à se projeter, parce qu'on leur demande de se projeter, on reproche aux jeunes de ne pas savoir quoi faire, mais en même temps à côté ils ont des adultes qui n'arrêtent pas de se plaindre dans leur boulot, et après on se demande pourquoi les jeunes n'arrivent pas effectivement à se projeter, pourquoi ils ont « oh il sait toujours pas quoi faire ». Oui, mais vous vous plaignez combien de fois par semaine à votre travail, à votre enfant? Donc c'est aussi à nous, en tant qu'adultes, d'être responsables de notre façon de parler du travail, pour aussi donner un peu d'espoir et d'envie aux jeunes de dire mais attention, le travail ça peut être super, ça peut être très intéressant. Et voilà, donc ça c'est une petite aparté par rapport à ce que vous venez de dire. Ouais, et du coup ça me fait penser à autre chose, c'est de venir dire il y a vraiment un rôle d'exemplarité, mais au sens noble du terme. Très exactement comme tout à l'heure quand on évoquait les formations que vous avez mises en place dans le cadre de votre entreprise, qui ne peuvent, dans le sens où vous l'expliquez, véritablement donner un résultat que si aussi, quelque part, la direction et l'encadrement
s'appliquent et portent le projet. Voilà. Il ne suffit pas simplement de faire des choses comme alibi. Il faut le porter en tant que valeur pour que ça produise un effet. Oui, tout à fait. Et c'est ça que j'appelle un rôle d'exemplarité. Comme pour les parents, effectivement, on ne peut pas d'un côté demander à avoir des jeunes en face de nous qui vont être optimistes et qui vont découvrir leur vocation si effectivement on leur bassine avec la vie est dure et qu'est-ce que tu vas faire et comment, etc., avec une vue extrêmement pessimiste de la situation. Alors il ne s'agit pas de tomber dans l'angélisme et de venir dire que tout est facile, etc., mais un autre regard comme celui que vous proposez, une autre perspective, effectivement, certainement, va contribuer, en tout cas, on l'espère, à changer tout ça. Oui, j'y travaille dur, dur, mais avec grande facilité, parce que j'adore ce que je fais. Donc, alors, oui. Mathilde, on a bien compris votre démarche, justement. Et alors, quel type de public, justement, quel type de clientèle, si je puis dire, vient vous... à quel type de clientèle avez-vous apporté votre démarche et que leur conseillez-vous? D'accord. Alors, moi, effectivement, on vient de parler des jeunes, et pourtant, pour l'instant, je n'interviens pas, du moins en priorité, sur les jeunes. J'interviens plutôt avec des personnes qui sont déjà dans le marché de l'emploi, qui travaillent déjà depuis un petit peu de temps, et qui justement se posent des questions, qui se sentent pas bien, qui se disent pourquoi pas se réorienter, en tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'il faudrait que je me réoriente, mais je suis pas sûre. Si oui, comment ça se passe, et puis comment je vais faire. Donc voilà, globalement, moi, ce sont ces personnes-là que j'accompagne. Alors, pourquoi j'accompagne pas les jeunes? Parce que tout le monde me dit, mais c'est vrai, il y a tellement de choses à faire sur les jeunes. Alors, de toute façon, sur l'orientation, il y a tellement de travail qu'il y a un moment, il faut bien quand même commencer par quelque chose. Et moi, tout simplement, par mon expérience d'RH, j'étais particulièrement sensible à la cible des personnes. Moi, j'ai vu effectivement des gens qui étaient vraiment pas bien. Et j'ai voulu les aider et aussi leur montrer que c'est pas parce qu'ils sont déjà dans le marché du travail, qu'ils ne sentent pas bien, que c'est foutu pour eux. Voilà. Donc, alors est-ce que ça veut dire que vous intervenez par exemple sur des personnes qu'on peut appeler en burn-out, puisqu'on en entend beaucoup parler en ce moment? Est-ce que c'est cette catégorie de personnes qui vient vous trouver? Et si oui, moi ça m'intéresse de savoir quelle démarche elles ont pour venir vous trouver, parce que c'est déjà pas simple de faire ce constat-là. Et donc est-ce que c'est elles qui viennent d'elles-mêmes? Est-ce qu'elles viennent faire ce constat-là avec vous, ou est-ce que c'est vous qui les amenez à ce constat-là? Alors, les personnes, moi je ne vais pas les chercher parce que je travaille avec des particuliers. D'accord. Donc c'est effectivement eux qui font la démarche de venir vers moi. Très souvent, ce sont des amis d'amis qui me connaissent. Et soit les gens sont très motivés et voilà, soit effectivement ils ont un petit peu peur de la démarche parce que si effectivement je me rends compte que je veux faire autre chose, comment je vais faire. Donc moi je les rassure en disant déjà attendez, étape par étape, allons déjà voir ce pourquoi vous êtes fait. Et ensuite, vous poserez la question après du comment et je vous accompagnerai. Voilà. Donc, il y a effectivement, vraiment, je dirais deux vitesses par rapport à ça. Et je ne sais plus, vous avez posé deux questions en même temps. Je vous demandais en fait si les personnes qui venaient vous trouver... Ah oui, le burn-out, voilà, oui, c'est ça. Ça y est, je retrouve mon fil. Alors, certains, effectivement, sont au bord du burn-out, on fait un burn-out, ça c'est sûr. Idéalement, c'est sûr que le mieux, c'est que les personnes viennent avant ça. Comme ça, après, elles ont le temps, effectivement, de faire améliorer leur réorientation, si besoin, et elles ont après toutes les forces pour. Maintenant, un burn-out, quand ça arrive, c'est pas pour rien. Et dans ces cas-là, la bonne nouvelle, comme dans cette histoire, c'est que les personnes sont de ce fait-là, vraiment, ne peuvent pas nier que non, leur travail ne leur convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, dans le fonctionnement actuel, et qu'il faut remettre en cause. Ils sont mis au pied du mur, en fait, voilà, exactement. Donc, ça peut être des personnes qui sont en burn-out, mais aussi des personnes, j'en ai même aussi, alors carrément à l'inverse, qui sont pas trop mal dans leur boulot, mais qui se disent, mais quand même, il me manque quelque chose, je peux quand même pas dire que je m'éclate dans ce que je fais. D'accord. Là, je tiens encore, mais peut-être que dans 2-3 ans, j'en aurai vraiment marre. Donc, voilà, il y a vraiment tout type de cas de figure. D'accord, donc vous n'intervenez pas uniquement comme une ambulance, vous intervenez aussi un petit peu en amont, quand ça va encore à peu près. C'est plutôt... c'est plutôt rassurant. Oui, en fait, tout dépend de la prise de conscience de la personne. Oui. Si ce sont des personnes qui, effectivement, prennent conscience de ça vraiment en amont et qui font la démarche en amont,
Après, il y en a certaines qui mettent plus de temps à réaliser, ou même certaines qui disent, bon, bah, ce sera vraiment quand je serai très très mal que je commencerai ce type de démarche. Donc tout dépend en fait de l'avancée de chacun sur le sujet. Et alors justement, donc, quand ces personnes viennent vous trouver, alors qu'elles soient dans un état proche ou post-burn-out, quel est le mode opératoire que vous allez mettre en place avec eux? Comment allez-vous travailler avec eux? Quelle va être votre démarche en particulier? Alors moi, c'est une méthode que j'ai créée parce que justement, je trouvais qu'au niveau de l'orientation, il manquait quelque chose. Donc je me suis dit, comme d'hab, de toute façon, je me suis dit, tiens, je vais créer mon outil. Donc je me suis en fait dit, mais quelles sont les questions essentielles à se poser justement pour apprendre à se connaître et savoir ce à quoi on veut contribuer. C'est vraiment venu comme ça. Et donc, ce sont des questions ouvertes que je pose. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les tests de personnalité comme on connaît beaucoup dans le domaine de l'entreprise, qui pour moi mettent clairement dans des cases. Là, c'est vraiment un travail de fourmi, de détective, où je vais aller chercher l'information, des éléments chez la personne pour faire sortir ça d'elle et ensuite pour lui montrer, pour qu'elle prenne conscience vraiment de ce qui sort d'elle. Mais c'est du sur-mesure. Donc c'est là où c'est effectivement très pertinent pour elle. Et d'ailleurs, dans cette étape-là, en général, il y a même l'émotion de la part des personnes que j'accompagne, parce que c'est comme si d'un coup, elles se reconnaissaient. Elles disent, mais c'est incroyable, en fait, devant moi, là, j'ai qui je suis, je me rends compte que c'est ça, mais j'avais jamais réussi à mettre des mots dessus ou à tout regrouper ensemble. Donc c'est un très beau moment. Moi, j'adore ce moment. Donc, en fait, je les amène à se poser les bonnes questions et à avoir les réponses par eux-mêmes. En apprenant à mieux se connaître. Le but, c'est pas de leur dire, bon, toi, je sens que tu es fait pour ça. Ça n'a aucun intérêt. Mais en faisant le travail par elles-mêmes, elles prennent conscience. Il y a un travail qui se fait au fur et à mesure des séances aussi alchimique dans le corps aussi. Et après, elles sont sûres de leur choix. D'ailleurs, qu'elles aient au départ senti une vocation et parfois ça se confirme, ou parfois elles n'avaient pas l'idée ou quelque chose qui n'avait rien à voir ressort. Et comme c'est venu d'elles, alors elles prennent confiance. Donc c'est vraiment d'abord je travaille sur le sens auquel elles veulent contribuer à travers leur travail. Ensuite on identifie les différents métiers, projets dans lesquels effectivement elles pourraient exprimer ce sens. On voit la piste qui leur correspond mieux et ensuite on est dans le concret, très rapidement on va mettre en place des actions et surtout lever les freins qu'on peut se mettre. Donc voilà. Exactement. Alors, justement, parce que vous avez retracé là, les étapes, on peut dire qu'il y a quelque part, pour résumer, une base qui est de venir dire d'abord, il faut se connaître soi-même. Et puis, à partir de là, et là aussi, votre passage par les ressources humaines vous permet de donner un plan opérationnel après cette découverte. Mais ça ne sert à rien, si je vous comprends bien, de faire un travail de pur RH comme on le conçoit actuellement, avec des plans d'action, des ceci et des cela, si on ne bâtit pas une base qui est faite de la connaissance de soi. Alors à ce sujet, il y a un auditeur qui pose une question dont je voudrais vous lire. Et c'est Patrick. Et j'en profite pour vous redonner l'adresse mail, donc contact@radioévolutionnaire.com. Et Patrick vous pose la question suivante. Il vient dire se connaître soi-même pour trouver sa place au travail. Cela prend du temps que l'on n'a pas toujours, ne serait-ce que pour des questions économiques, par exemple. Comment faites-vous dans votre démarche pour optimiser la situation à laquelle je suis, moi, confrontée dans mon questionnement? Alors effectivement, moi, merci pour votre question. Moi, je suis sensible à la problématique du temps. Justement, tout à l'heure, j'en ai parlé par rapport à l'entreprise. Donc, j'ai vraiment souhaité créer un outil qui prenne le moins de temps possible. Et aussi, tout simplement, parce que quand on va à l'essentiel, il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des heures et des heures. On va tout de suite à ce qui est important. Donc, moi, je travaille sous un format de 3-4 séances d'1h30. Ce qui est très court. Oui, c'est court. Ce qui est très court. Et parce que vraiment, on va tellement en profondeur tout de suite chez la personne que ça évite de devoir passer par plein de blabla, je dirais, qui sont certes intéressants, moi qui m'intéresseraient, mais je ne veux pas que mes clients
dépensent de l'argent à ça. C'est pas ça le but de l'opération. D'accord. Donc c'est pas une démarche psychologique, c'est pas une démarche psychanalytique qui nécessiterait, parce que quand on dit finalement se connaître soi-même pour pouvoir après, on a vraiment le sentiment que ça va s'inscrire sur du très long terme, sur du moyen ou du très long terme. Donc ça veut dire que le questionnement que vous faites, et que les questions que vous posez à vos clients, aux personnes que vous accompagnez, sont particulièrement percutantes pour pouvoir libérer et ouvrir quelque chose très profondément à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors Mathilde, vous nous dites 3 à 4 séances d'1h30. Alors sur quelle échelle temps? Alors ça va dépendre effectivement de l'urgence chez la personne. Alors c'est un format pareil qui peut vraiment s'adapter. Si la personne par exemple veut effectivement y voir très clair très vite, on peut faire ça sur 3-4 semaines sans aucun souci. Et au contraire, si c'est une personne qui veut aussi prendre plus de temps, parce que ça dépend des tempéraments aussi de chacun. Certains préfèrent laisser du temps, laisser mûrir. C'est aussi possible de l'étaler sur 6 mois. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous auriez, je ne sais pas moi, quelques exemples à nous donner de personnes qui sont venues vous voir, donc voilà, d'un état A, j'ose plus dire d'un point A à un point B, d'un état d'être A à un état d'être B, enfin, comment... Oui. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'il faut... Par exemple, on me demande, mais est-ce qu'il faut avoir fait un certain niveau d'études pour venir me voir? La question me fait rire. Je dis, bah non, évidemment que non. Moi, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui sont juste en quête d'autre chose, qui sentent qu'elles peuvent faire autre chose que ce qu'elles font actuellement, qui ne se sentent pas bien. Voilà. Donc, avec tout niveau d'études possible, voilà, notamment, moi, dernièrement, j'ai eu des reconversions vraiment très intéressantes. Enfin, elles sont toutes intéressantes, hein. Mais j'ai eu notamment une auxiliaire de périculture qui est en train de se reconvertir en tant que wedding planner. Voilà. Wow, c'est quand même... Ouais, c'est un grand saut, ça. J'adore. Exactement. J'adore. Une étudiante en cours d'études d'éducatrice spécialisée qui va devenir assistante vétérinaire. Après, je connais aussi une assistante maternelle. Là, elle est encore en train de se reconvertir. Donc, la suite au prochain épisode, mais elle est en très bonne phase pour ça. Et alors après, aussi, une reconversion qui m'a fait aussi... j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est une personne qui travaille dans le design et qui va devenir naturopathe. Oh, wow. Voilà, donc c'est vraiment je trouve des beaux exemples de personnes qui font des métiers qui ensuite leur correspondent vraiment, alors qu'au départ on n'aurait peut-être pas forcément pensé à ça. Et par exemple, juste pour voir, comment dirais-je, pour creuser un petit peu plus un exemple, je ne sais pas... l'auxiliaire là, de puriculture qui devient wedding planner, c'est quelque chose que cette personne avait déjà à l'esprit ou c'est quelque chose qui s'est révélé ou comment, Alors, elle l'avait déjà à l'esprit effectivement, mais je lui ai demandé est-ce qu'il y a un regret de cela d'être passé par là pour travailler? Et non, pas du tout, parce que maintenant, elle est sûre de son choix. D'accord. À l'époque, c'était une intuition, c'était une envie. Et là, le fait de voir que quand on fait un travail sur elle, de connaissance d'elle, c'est vraiment... En plus, ça ressort. Là, c'était pour elle de se faire une évidence. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, il y a une confiance en elle. Tous mes clients, c'est ça. Une fois qu'ils sont clairs sur ce qu'ils veulent faire, ils ont la direction, donc ils ont confiance en eux. Donc après, pour moi, à côté, travailler sur la confiance en soi en amont, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens. D'abord, trouvons notre direction. Et après, de temps en temps, une fois que la direction est trouvée, la nouvelle vocation est trouvée, il y a encore besoin de faire un petit peu d'accompagnement sur la confiance en soi. Mais d'abord, faisons au préalable ce travail. D'accord. Alors, c'est intéressant, Mathilde, parce que finalement, vous êtes en train de nous dire que tout le panel... que votre panel de clientèle est très très large et que finalement, vous pouvez être contacté par des personnes venant d'horizons complètement différents. Ah oui, alors j'ai aussi bien des personnes qui travaillent dans la finance à Paris, je veux dire qui ont des super métiers, vraiment, qui effectivement me contactent parce qu'elles trouvent que leur métier manque de sens, elles ne s'y retrouvent pas. J'ai aussi bien des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais elles se rendent compte que ça n'avance pas, donc elles se posent des questions, finalement, est-ce que ma vocation correspond ? Est-ce que finalement c'est vraiment ma vocation ? Peut-être que ça ne marche pas parce que je ne suis peut-être pas fait pour ce métier. Ça peut être aussi des personnes qui ont, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas forcément fait d'études et
qui se disent bon bah ok, mais peut-être que je pourrais quand même faire autre chose. Voilà, donc c'est très large et c'est ce que je trouve beau dans ce travail, c'est que toutes les personnes en tout cas ont en commun une envie d'être généreuse avec elles-mêmes. C'est-à-dire elles pourraient très bien se dire bon j'ai un travail, bon bah je vais pas me plaindre, déjà j'ai un travail, c'est déjà bien. Pour certains en plus ils se plaignent pas trop. Et pourtant, elles ont envie de mieux pour elles. Et ça, je trouve ça super. Exactement. Alors, c'est sur cette note très positive que nous allons faire une petite pause avant d'entamer notre dernière partie d'émission et de nous questionner finalement, après ce brillant exposé, en se demandant finalement quels sont les obstacles qui nous empêchent, nous, de réaliser notre potentiel et comment on peut finalement trouver les moyens de se réaliser. Donc une toute petite pause et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur Radio Évolutionnaire pour Évolutionnaire at Work, mais Révolutionnaire at Work également, puisqu'on est aujourd'hui avec Mathilde et que ce que vous proposez, Mathilde, c'est vraiment révolutionnaire, me semble-t-il, dans le sens où la perspective à partir de laquelle vous parlez est vraiment axée sur l'être, sur l'essence de l'individu et non pas sur des salariés, des travailleurs. Enfin voilà, c'est aller rechercher finalement l'humain, l'être au-delà de l'apparence. Alors, on va voir maintenant, vous nous avez présenté votre démarche que vous faites depuis combien de temps ? Ça fait un peu plus d'1 an. En fait, j'avais commencé ce projet, ce travail en parallèle de mon précédent poste en tant que responsable RH. D'accord. Voilà, parce que j'aime pas faire les choses pendant mon temps. D'accord. Voilà. Et j'avais aussi une question par rapport à ça, parce qu'on vient de dire effectivement parler de l'être, aider les personnes à découvrir qui elles sont. Mais vous-même, au-delà de votre expérience, est-ce que c'est une démarche que vous avez fait ? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'exemplarité. Et est-ce que je peux me permettre de vous poser la question de savoir si vous avez également entrepris une démarche de connaissance de vous-même ? Comment vous faites pour aider les personnes à parler et que ce soit entendu comme quelque chose de vrai ? Alors effectivement, c'est une question qui est pour moi indispensable et fondamentale dans mon métier. Parce que donc moi, voilà, à 23 ans, je sentais effectivement cet appel pour faire de l'accompagnement. Et je m'étais dit, bon, j'ai pas envie d'attendre, comme on dit, au moins la quarantaine pour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux d'abord me mettre vraiment en clair sur moi, me connaître très bien,
lever mes modes de fonctionnement pour pouvoir effectivement ensuite pouvoir faire ce métier. Pour moi, c'est indispensable. Et d'ailleurs, le souci aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes qui font de l'accompagnement sont conscients de ça, Oui. mais alors disent avoir fait un travail sur eux, alors que lorsque je parle avec eux, honnêtement, je sens que le travail n'est en tout cas pas abouti. Donc moi, j'ai vraiment cherché à aboutir ça avant de pouvoir me lancer. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai passé beaucoup de temps en formation sur mes temps de vacances. Enfin, je me suis vraiment investie, j'ai mis les bouchées doubles pour pouvoir... moi, je voulais exercer effectivement ce métier idéalement avant mes 30 ans. Donc, j'ai commencé un mois après mes 28 ans. Voilà. Et parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette sagesse, ce recul. Bon, déjà parce que de passer par sa propre expérience, ça permet effectivement ensuite de savoir par quoi on est passé pour aider l'autre. Ça, c'est évident. Et aussi parce que le travail sur soi, ça permet effectivement après d'avoir un recul et de pouvoir voir clair pour les autres. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait pas mal de... Enfin, même beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas parlé de tout ce soir, ça prendrait énormément de temps. Mais en tout cas, les deux formations principales, moi, qui m'ont marquée et qui m'ont vraiment aidée. D'abord, j'ai fait la communication non violente. Et je trouvais que c'était un outil qui était intéressant parce que déjà, on apprend à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ses émotions. On le communique à l'autre dans une attitude responsable et on formule une demande pour apporter une solution. Donc ça, j'aimais bien cette approche. Après, j'étais plus loin parce que je me suis dit, bon, bah, c'est bien. C'est un peu comme tout à l'heure en entreprise, je parlais de la communication. C'est bien de savoir communiquer, mais d'abord, j'aimerais apprendre, pour moi bien sûr, et après transmettre cet outil à d'autres, de déjà bien se comprendre soi-même, comment on fonctionne, pour ensuite être en paix avec les autres. Donc de ce fait-là, j'ai fait une autre formation qui est du Rebirth, j'ai fait ça sur Paris, c'est plus un travail vraiment en amont psychologique, de comprendre où on en est et comment on peut transformer nos modes de fonctionnement qui ne nous apportent pas des résultats satisfaisants dans notre vie. Voilà. D'accord. Donc des techniques qu'on peut peut-être qualifier de holistiques, c'est-à-dire qui font que vous vous engagez dans ce type de découverte de vous-même, à la fois au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau physique. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce genre de formation-là et de techniques que vous avez vous-même que vous avez expérimenté? Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, ça m'a toujours intéressée d'être dans des techniques qui s'intéressent bien sûr à la psyché, à la pensée, aux émotions, mais aussi à la partie physique et spirituelle. Pour moi, il y a ces 4 plans-là et c'est important d'avoir les 4 pour être dans une démarche qui, pour moi, aboutit. D'accord. Voilà. Alors j'en profite pour dire que nous avons encore une fois une question d'un auditeur qui nous indique effectivement que vous nous avez expliqué, d'ailleurs très justement, que vous fonctionnez par une méthode de questionnaire, vous posez des bonnes questions, et cet auditeur s'interroge clairement sur les questions que vous posez à vos clients. Alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler, sans nous dévoiler l'intégralité de votre méthode, mais nous dévoiler peut-être une ou deux questions qui nous permettraient effectivement de comprendre votre démarche? Oui, alors effectivement, je ne vais pas pouvoir du tout parler de ma méthode maintenant, mais je vais pouvoir, pour moi, vous dévoiler la question la plus essentielle. S'il y en avait une à retenir, ce serait celle-là, qui est ma préférée, que je mets en général l'an dernier, parce que celle est très croustillante. Suspense, attention. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ne pas regretter sur votre lit de mort? En effet. Voilà, c'est pas une petite question. Moi, je dis aux personnes, allez-y, fermez les yeux, imaginez-vous, ou pas, comme vous voulez, mais imaginez-vous, vous avez 100 ans, je touche du bois, vous avez bien vécu, et là, repensez à votre vie, et qu'est-ce que vous voulez ne pas regretter à ce moment-là? Alors là, c'est vraiment intéressant ce qui ressort. Alors parfois, les personnes au départ sont complètement perturbées, ils disent, mais cette question, je ne sais pas y répondre, c'est tellement nouveau. Ils me disent, mais finalement, je ne me suis jamais posé la question. Je dis, mais pourtant, c'est l'essentiel. Malheureusement, il n'y a pas mieux que la mort et les drames et la maladie dans la vie pour se mettre face à ce qui est essentiel. Et donc là, en fonction, ce qui ressort, c'est souvent, ça peut être, en fait, j'aimerais pas passer à côté de ma véritable vocation. D'accord? Et est-ce qu'actuellement, vous faites ce que vous aimeriez faire? Non. Bon, au moins, vous avez clairement votre réponse, il faut vraiment faire autre chose. Et puis, parfois, pour certains, le travail n'apparaît même pas. Donc, je dis, en fait, ça veut dire quoi?
Parce que, bah oui, le travail, j'y pense pas au travail parce que ce que je fais aujourd'hui, bah franchement, sur mon lit de mort, j'ai pas envie d'y penser. D'accord, mais est-ce que vous n'aimeriez pas avoir un travail dont vous avez été fier et heureux et épanoui et auquel vous penseriez aussi bien à votre famille et aussi à votre travail dans ces circonstances-là? Donc c'est vrai que c'est une question essentielle. Oui, on retrouve le fameux décloisonnement dont on a parlé tout à l'heure. Alors justement, dans le cadre de ces questions, est-ce que parfois vous n'avez pas des clients qui vous disent oui, mais de toute façon, oui, j'ai des regrets, bien sûr, qui l'acceptent, mais qui se disent finalement, qui font aussi un constat d'impuissance en disant oui, effectivement, j'ai des regrets, mais de toute façon, comment faire autrement? De toute façon, je ne peux pas renverser les choses, je ne peux pas changer ce qui ne m'appartient pas. Comment raisonnez-vous par rapport à ce type de discours? En fait, on est vraiment tous libres de faire ce que l'on veut. Les seuls obstacles qu'on a, ce sont des obstacles qu'on accepte des autres ou qu'on se met soi-même. Donc on est forcément responsable des obstacles, des limites qu'on se met. Ou qu'on accepte des autres ou qu'on se met soi-même. Et finalement, pourquoi? Parce que ça peut paraître complètement paradoxal. Pourquoi une personne qui sait qu'elle est faite pour autre chose se mettrait des obstacles pour aller se réaliser? C'est complètement fou. Parce qu'inconsciemment, beaucoup de personnes ont très peur de leur potentiel et ont très peur de prendre leur liberté. Parce qu'à force, effectivement, d'avoir vécu dans des cases, alors bien sûr, ça peut être hyper inconfortable, mais il y a aussi, l'ego aime beaucoup le côté confort qui est pour l'instant là, c'est rassurant, ne me pose pas de questions, puis de toute façon, je peux pas mal faire les choses puisque je fais ce qu'on me demande de faire, je suis une moule, donc il n'y a pas de problème. Après, de toute façon, si je suis malheureuse, c'est pas de ma faute, c'est la faute du système. Et en fait, voilà, on part vraiment dans un cercle vicieux où de toute façon, voilà, on se met en victime et on part sur la faute des autres. Et du coup, c'est pas de sa faute, c'est la faute du système, c'est la faute des autres. Et pourquoi? Parce que finalement, l'individu a peur de prendre sa liberté et dans son potentiel. Oui, et puis on doit reconnaître peut-être ici une forme d'inertie qui tient à deux choses, qui est d'une part de ne pas regarder en face, on n'a pas envie de regarder en face qui on est, de faire face à tout et de rien éviter dans son propre fonctionnement, pour voir un petit peu comment agir avec justesse par rapport à une situation. Et on va se conforter dans un rôle de victime, en reportant la faute, comme vous disiez, du malheur ou de la situation délicate sur les autres. Et c'est quelque part assez confortable, mais finalement c'est complètement à l'antithèse de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que si on reste dans cet état d'inertie, et que donc on refuse quelque part inconsciemment, vous le disiez, je ne dis pas que c'est un refus conscient, et qu'on refuse d'aller voir véritablement qui on est, finalement on se ferme à soi-même la porte de pouvoir exprimer complètement qui on est et de pouvoir le mettre en action à la fois pour soi mais aussi pour le monde quelque part. Oui, tout à fait. Et dans ce sens-là, est-ce qu'on ne pourrait pas venir dire que être une accompagnatrice en développement de potentiel et d'orientation, c'est quelqu'un qui ne propose pas un bilan de compétences, mais plutôt un bilan de sens? Et là, je reprends une expression que vous aviez vous-même évoquée quand on s'était rencontrés la première fois. Oui, tout à fait. C'est vrai que le bilan de compétences a plutôt tendance effectivement à se baser sur le passé, sur les compétences de la personne aujourd'hui. Alors que moi, je vais vraiment travailler sur quel est le sens auquel j'ai envie de contribuer à travers mon travail, et j'irai même de façon plus large, le sens de la vie. Donc on est vraiment dans une autre profondeur. Je pense que c'est vraiment ça les principales différences, parce que beaucoup de personnes effectivement me demandent mais c'est quoi la différence avec un bilan de compétences? Et c'est vraiment ça, il y a vraiment une profondeur, une recherche sur l'être qui va beaucoup plus loin qu'un bilan de compétences, même si bien sûr eux disent prendre la personnalité en compte et le savoir-être, mais moi voilà, clairement il y a aussi cette dimension de spirituel qui ne se sent pas dans mon travail parce que je l'ai traduit de façon concrète. Je veux pas que les gens pensent que je suis une illuminée, mais il y a cette profondeur qui est quand même là derrière. Et le spirituel nous permet
de toujours garder en ligne de compte quel est l'essentiel au final. Exactement. Alors, par spirituel, vous aviez évoqué tout à l'heure, vous parliez d'ego. Oui. Quelque part, votre démarche par ce questionnement véritable et sincère que vous posez aux personnes leur permet de se regarder un petit peu autrement. Oui. Comme de prendre du recul par rapport à qui ils sont et de voir qu'ils sont le résultat d'un certain nombre d'idées, de conditionnements, de pensées et que, bien entendu, c'est avec tout ce bagage qui n'est pas eux, mais qui vient de la société dans laquelle on est. Mais c'est avec ce bagage qu'ils se voient et qu'ils se projettent aussi dans leurs relations de travail. Et ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu lors de la première émission, quand on parlait de la différence entre la réalité, le travail réel, ou l'activité réelle, qu'est-ce que je veux faire, quel est le sens de mes actions, et le travail tel que je le pense, c'est-à-dire quelle est la relation que j'entretiens à mon activité. Et si je reste dans le moule traditionnel, c'est-à-dire que je prends pour argent comptant, sans oser me confronter, par exemple par votre intermédiaire, par le questionnement que vous proposez, Mathilde, véritablement me confronter et remettre en cause cette partie de moi qu'on va ici qualifier, je reprends votre terme d'ego, quelque part, il sera vraiment très très difficile d'aller au-delà des limites et des conditionnements qui sont ceux qui nous entourent. Juste aussi, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure dans votre expérience. On a vu que si vous n'aviez pas, vous n'aviez pas mis en œuvre ce courage et que vous ne l'aviez pas exprimé à essayer de percer, à chercher votre voix avec vraiment ténacité et suivre cette petite voix qui était à l'intérieur, mais voix VOIX et VOIE finalement. Il y a quelque part, vous en seriez resté à non, je suis trop jeune. Ah ben non, je suis une femme. Oui. Ah non, j'ai pas d'expérience. Ah non, je peux pas ceci. Ah non, je peux pas cela. C'est ça l'ego. Oui. Fondamentalement, c'est quand on reste dans cette situation-là et qu'on le prend pour argent comptant et ça, où il n'y a finalement aucun choix qui peut être exercé par rapport à qui on est, parce qu'on considère que la réalité, elle est celle qui nous est donnée et on le voit au travers de prismes ou de lunettes qui sont celles qu'on a eues par la société au sens large dans laquelle on vit et qu'on ne remet pas en cause. Alors, il ne s'agit pas d'être un révolutionnaire qui monte sur les barricades, c'est pas ça, mais c'est d'avoir ce courage d'oser d'être soi-même. C'est ça que vous dites finalement. Oui, c'est ça, c'est sûr. Et moi, j'ai vraiment pris le ticket gagnant. Comme vous disiez, jeune femme qui veut créer son activité dans un secteur où il faut de l'expérience. Alors là, c'était vraiment... moi, j'aime pas faire les choses à moitié, donc j'ai pris un truc difficile tant qu'à faire. Mais ce qui est intéressant avec effectivement les limites qu'on se met, c'est là, effectivement, j'ai pris un cas pas évident, mais au-delà de ça, de toute façon, à chaque limite qui se met sur notre chemin, qu'on se crée, c'est vraiment intéressant parce que on dépasse une limite après une limite, et de ce fait-là, la fois d'après, on a déjà des armes supplémentaires pour la deuxième. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, la première fois, on a un peu les pétoches, et puis la fois d'après, la fois d'avant, j'y suis arrivée, donc il n'y a peut-être pas trop de raisons que cette fois-ci, ça ne marche pas, etc., etc. Et je pense que la confiance, elle vient vraiment par l'expérience sur le terrain, et en prenant des risques. Oui, c'est ça. Je crois que c'est surtout ça, parce qu'on peut démultiplier les expériences, mais si à un moment donné, on ne prend pas le risque de dire, oui, moi finalement, je sors des sentiers battus que je me suis finalement constitué moi-même et auxquels je crois, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver. Et il n'y a pas non plus, la notion de possibilité ou de potentiel, quelque part, elle est fermée. Le scénario est écrit d'avance. Vous voyez, la vie est dure. Il n'y a pas beaucoup de travail, on est dans une période de crise, et puis c'est contentons-nous de ce qu'on a, et on peut même pas, quand on est effectivement dans cet état d'esprit, dans l'ego, ne serait-ce que pouvoir penser qu'il y a quelque chose d'autre qui peut arriver. Oui.
Et ça, je trouve que vous parliez de liberté tout à l'heure, et pour moi, c'est vraiment l'expression, la liberté s'exprime à partir du moment où on récupère son propre pouvoir sur un choix qu'on va exercer. Oui, et pourtant, il y a des personnes qui vous diront, mais par exemple, ok, mais regarde, je peux pas être complètement libre, si je veux effectivement postuler quelque part, il faut bien que je renvoie un CV, une lettre de motivation. On en revient un peu tout à l'heure à ce que je disais, rencontrer les gens, sortez des cases vous-même. De toute façon, faites-vous aussi confiance que vous pouvez rencontrer les bonnes personnes, parce que si vous êtes au clair sur qui vous êtes, ce que vous voulez, vous allez être clair dans votre façon de communiquer et les personnes en face vont comprendre déjà. Il y a ça, et aussi par rapport au process de recrutement, qu'est-ce qui vous empêche par exemple, admettons si vous envoyez un CV, qu'est-ce qui vous empêche de mettre quelques lignes sur vous, qui suis-je dans mon CV? Exactement. Pourtant, j'ai été RH, j'en ai vu passer quelques CV. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre un petit, voilà, quelques phrases sur lui, vraiment, voilà qui je suis, mais pas qui je suis, je fais de la musique, je fais du sport. Vraiment, vous, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime? Et ça, pas dans une lettre de motivation, parce que beaucoup vont me dire oui, mais je le fais dans la lettre de motivation. Oui, mais la lettre de motivation, souvent, elle n'est pas lue. Exact, ouais. Là, je parle en concret, là. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que quand vous dites mettre quelques lignes sur qui on est, et pas je suis un sportif, ou je suis... c'est véritablement s'exposer en tant que sujet. Et non pas se voir comme un objet qui, entre guillemets, qui se vend. L'expression n'est pas très belle, mais vraiment... Alors que, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire quand on disait récupérer son pouvoir en tant que sujet, c'est faire en sorte de ne pas se voir, comment dirais-je, là aussi catégoriser. C'est-à-dire, je suis un sportif, je suis un bon technicien, je suis aussi un père de famille, je suis aussi un ami, je suis... Comme si on avait plusieurs personnalités, plusieurs personnages, et qu'on les activait les uns après les autres, alors qu'il me semble, dans ce que j'entends de ce que vous proposez, c'est véritablement de venir dire non, je suis qui je suis un, et je l'exprime dans différents domaines de ma vie. Exactement. Mais il n'y a pas de séparation, il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie... Le fait de peut-être, enfin je sais pas, c'est une question un petit peu aussi je vous pose, le fait de trouver aussi sa vocation professionnelle pour le faire court, pour trouver qui on est, c'est effectivement une illustration possible, mais je pense que les personnes qui viennent vous voir ont aussi un trésor extraordinaire de connaissances d'eux-mêmes qui pourront, je dirais, exprimer, ça doit s'exprimer dans différents domaines de leur vie. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une illusion totale de se dire il y a moi au travail, il y a moi dans ma famille, il y a moi avec mes amis. Moi, je souhaite à chacun de vraiment trouver une unité en eux-mêmes. Et les personnes qui viennent me voir, donc d'ailleurs très souvent, elles viennent me voir, mais après on parle aussi du perso, on parle de tout finalement, puisque tout est lié. Exactement. Parce que là, on parle de l'individu, donc on ne peut pas cloisonner. Non, là, on ne parle pas du perso, attention. Et il y a même des personnes qui sont venues me voir en me disant en fait, à la base, je viens vous voir parce que dans mon couple, ça ne va pas très bien, parce que je ne me sens pas bien dans mon travail. Donc déjà, là, clairement, dès le début, on voit le lien, on voit jusqu'où ça va. Exactement. Exactement. Donc, et l'autre chose aussi que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est qu'à partir du moment où on est responsable de qui on est et de ce qu'on fait, et qu'on veut le voir en soi, on peut créer sa réalité au lieu de la subir. Exactement. C'est vraiment ça qui me semble pour moi indispensable. Je pense que arrêtons d'être en attente que ça vienne des autres, d'avoir la permission d'eux. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer demain un CV qui vous ressemble, ou qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir les personnes directement? Enfin, vraiment se donner cette liberté, prendre du recul par rapport aussi au travail. Je pense qu'on se prend un peu la tête. On est quand même... on est là avant tout pour expérimenter et apporter aux autres. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de sérieux en fait. Donc c'est plus voir comme un terrain de jeu, même si bien sûr on est respectueux de ce que l'on fait et on veut le faire bien, mais prendre du recul par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui manque.
même dans les entreprises, j'entends les personnes qui... Prenez du recul par rapport aux problèmes que vous entendez autour de vous, des personnes qui travaillent en entreprise. Quand on entend qu'est-ce qui se passe entre deux personnes, on prend du recul, on se dit mais c'est pas grave au final ton problème. C'est vraiment pas grave. Voilà. Exactement. Oui, ça permet vraiment de se désidentifier de son petit moi, comme on disait tout à l'heure, de son petit ego avec ses petites préoccupations, alors qui semblent, et j'en parle aussi d'expérience, on a l'impression que c'est vraiment le plus gros problème de l'univers, du monde, que les autres ne comprennent pas. Et à partir du moment effectivement où on prend un peu de recul et qu'on regarde ça pour ce que c'est, et que finalement on se dit non, ça c'est simplement la manière automatique de réagir, mais que lorsque je prends un petit peu de recul et un petit peu de calme, on peut faire ça autrement. Je trouve que c'est quand même extraordinaire de venir dire comment réaliser son potentiel, comment être qui on est. Et potentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis. Finalement, fondamentalement, je n'ai pas une identité, comment dirais-je, je n'ai pas une identité unique et délimitée, étiquetée, mais je suis qui je suis, et je peux finalement, dans le potentiel, c'est aussi toutes les possibilités qui me sont ouvertes. Tout à fait. Et dans ce sens-là, on peut dire effectivement qu'on est créateur de son travail, qu'on est créateur de sa vie, parce que on n'est plus sur le tout petit champ, la toute petite étiquette de la personne qu'on croit être, mais on s'ouvre véritablement à cet infini qu'on est quelque part. C'est ça. Et c'est vraiment aller au-delà des limites dans lesquelles on a accepté d'être. Par exemple, des périmètres de poste, on a une fiche de poste. Ouais. Donc dans les entreprises, il ne faut pas parler à son N+2 en direct. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces règles? N'acceptez pas ça dans ces cas-là. Parce que dépasser ça pour être vraiment vous-même. Mais bon, je pense que ça peut être un mot de la fin d'ailleurs. C'est quand même l'ironie de se dire que finalement, on appelle les entreprises des boîtes. Oui. Et après, on se demande pourquoi les gens se sentent mal. Ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose, qu'ils ne se sentent pas libres. Et c'est vrai que comme les individus se sentent comme dans des boîtes, après ils n'arrivent plus à prendre le recul en se disant mais attends, en fait je suis capable de faire une infinie de choses. Tout est possible. Exactement. Exactement. Je trouve que c'est très très beau, tout est possible. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer et le prendre pour ce que c'est-à-dire une réalité. Et que comment dirais-je, là qui on est dans le moment présent va pouvoir s'exprimer de différentes manières. Il va y avoir plein de nouveaux moi ou vous, etc., d'individus, d'êtres qui vont pouvoir s'exprimer, qui vont pouvoir avoir une coloration différente. Et j'apprécie vraiment beaucoup le fait de venir dire oui, il y en a marre des CV plats, il y en a marre des fiches de poste, il y en a marre des boîtes, il y en a marre de... On est dans des catégories et vraiment de penser notre relation au travail en disant et si ces catégories, déjà à l'intérieur de moi-même, je les faisais exploser. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans ma manière de relationner avec mes collègues, avec mon supérieur hiérarchique, juste moi pour moi, de venir dire, voilà, moi j'essaye à l'intérieur de moi-même, de raisonner hors catégorie, avec cette ouverture, comme vous disiez, où tout est possible. En tout cas, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Oui, alors souvent ce que je dis aux gens, quand ils sont sceptiques, je dis, écoute, essaye un mois. Si dans un mois tu vois que ça ne marche pas, reviens à ton système d'avant. Mais t'as rien à perdre à tester pendant un mois. Exactement. En général, ça passe. Alors si on résume, Mathilde, pour nos auditeurs, plusieurs idées, s'il fallait les résumer. Donc première chose, bien sûr, se connaître, le fameux bilan de sens, qui n'est pas le bilan de compétences, vous nous l'avez bien fait comprendre ici. Décloisonner et se dire que on n'est qu'un finalement, et arrêter de se mettre dans des cases dans certains domaines de sa vie. Être créateur, c'est ce qu'on a retenu également. Et enfin, se réaliser, se faire confiance finalement dans la vie et se réaliser soi-même. Et dernier conseil, moi j'ai envie de dire à nos auditeurs de consulter Mathilde. Mathilde qui a donc un site internet qu'on vous donne ici, qui est le www.mathilde-forget.com.
Alors, j'avais juste envie de rajouter, Mathilde, que je pense qu'il faudrait changer l'appellation de votre métier. Moi, je ne vous vois pas comme une accompagnatrice à l'issue de cette émission, je vous vois plutôt comme une révélatrice de potentiel et de compétences. Et plus qu'une accompagnatrice, parce que ce que vous nous avez démontré dans cette émission, c'est que vraiment, voilà, chacun a ce potentiel, chacun a ses compétences, et qu'il suffit juste, à un moment donné, d'avoir cette petite étincelle qui permette effectivement de se dire oui, moi aussi c'est possible. Donc plus que de l'accompagnement, c'est vraiment une révélation pour moi. Et merci beaucoup de votre participation. À vous. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. C'est très souriant. En tout cas, voilà, moi on termine l'émission vraiment avec la patate, avec un grand sourire. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous, j'étais ravie, j'ai passé un très bon moment. Nous également. Bon, super. Et puis à bientôt avec des jeunes. Je pense que c'est une idée qu'on va creuser et ce sera vraiment avec plaisir qu'on vous retrouvera sur les ondes de radio évolutionnaire. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, chers auditeurs, et à vous dire à très bientôt pour la 3e d'Evolutionnaire at Work. À bientôt. Au revoir. Au revoir.